Ça fait maintenant 4 ans que j'ai investi en bourse et j'ai retenu 21 leçons que je vais te partager. Ces 21 leçons m'ont fait passer de 125 000 de patrimoine en bourse à 217 000 en 2024. Soit un gain de plus de 90 000 euros. Également, avec tout cela, j'ai pu en 2024 former de nombreux étudiants qui eux aussi ont permis de construire leur patrimoine sur le long terme avec de très bonnes performances, comme par exemple Mélissa qui a réalisé une performance de 5,73 depuis février. Également, on a Thomas qui a réalisé une performance de 20,30% depuis qu'il a rejoint la formation en 8 mois. Également, on a Thomas numéro 2 qui en 8 mois a fait une performance de 19,92%. Nicolas également qui a fait une belle performance de 21,23%. Et de mon côté sur l'un de mes comptes en bourse où j'ai réalisé une performance de 31,18% en un an avec des pertes et des profits réalisés à plus 6 693 euros et un total de dividendes reçus depuis que j'ai commencé en bourse de 10 738 euros. Ainsi, dans cette vidéo, investisseur, je vais te présenter les 21 leçons qui m'ont permis de réussir en 2024. C'est parti. Tu vas avoir différents chapitres et différentes leçons investisseurs, donc pense à prendre une petite feuille de papier et si tu as le temps même, eh bien de laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire toi quelle est la leçon qui t'a le plus impacté dans ta vie d'investisseur. Et je te garantis que si tu appliques ces 21 leçons au sein de ta vie d'investisseur, tu pourras grandement améliorer tes performances sur le long terme. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne va être donné au sein de cette vidéo. Pense à faire tes propres recherches à côté. Premier point, ne pas investir est plus dangereux que d'investir. Je pense que tu connais la règle de l'inflation. Si tu n'investis pas, tu perds en pouvoir d'achat parce que l'inflation, si elle est à hauteur de 3 à 4% et que ton salaire augmente de 1 à 2% par an, forcément l'inflation va venir grignoter ton pouvoir d'achat. De même que si tu laisses dormir ton argent sur un compte bancaire, s'il ne travaille pas ou s'il n'évolue pas à hauteur de l'inflation, forcément ton pouvoir d'achat va diminuer. Donc ne rien faire est plus dangereux que d'investir sur le long terme. Deuxième point, les frais tuent votre performance à long terme. En effet, juste 2% par an sur des rendements composés sur 30 années, eh bien on peut remarquer vraiment une perte vraiment qui est assez conséquente s'il y a juste 2% de frais par an. Tu vois que s'il n'y avait pas de frais, tu aurais gagné sur 30 ans avec les intérêts composés, c'est une projection, tu aurais gagné plus de 1 182 000 euros et avec 2% de frais, c'est plus 797 000 euros, soit une différence de 384% sur 30 ans. Donc pense à ne surtout pas ignorer les frais parce qu'à long terme, ça peut te coûter extrêmement cher. Et troisième point, les bruits des médias ne doivent pas influencer tes objectifs à long terme. Il va y avoir beaucoup de bruit sur les marchés qui peuvent influencer ta stratégie à long terme. Donc pense à rester stoïque, à bien te former aussi d'un point de vue psychologique sur l'investissement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au sein de l'accompagnement Sequoia, où on a un accompagnement qui s'appelle Psychoia, qui permet vraiment de former les investisseurs d'un point de vue psychologique et d'avoir le bon mindset de l'investisseur pour durer sur le long terme. On passe au chapitre 2, investisseurs, avec le 4e point, choisir des entreprises de qualité plutôt que des actions à la mode. Ici, il faut faire attention à ce que tu entends, encore le bruit. Si on te dit d'acheter cette action-là parce que c'est le futur Tesla ou c'est le futur Microsoft, fais attention, pense à bien t'appuyer sur des fondamentaux et sur des critères de sélection. On va le voir justement un peu plus tard. 5e point, ne pas écouter aveuglément les recommandations d'achat. Ça vient se connecter avec le 4e point. Il faut que tu fasses ton propre avis à chaque fois. Fais très attention parce que tu vas écouter aveuglément, mais ensuite tu ne vas pas comprendre pourquoi cette action, cet ETF là ou ton choix d'investissement peut s'écrouler et donc tu peux prendre des décisions beaucoup trop hâtives. Donc réagir à tes émotions. Souvent, bien sur le court terme en bourse, c'est ce qu'il faut éviter de faire. 6e point, justement, on y vient pour régler tous ces problèmes, c'est avoir une méthode d'analyse liée à des critères précis. Et c'est ce qu'on fait notamment, comme je te le présente sur ce diaporama, avec l'outil qu'on utilise avec les séquoiens, c'est le validateur. Le validateur permet de filtrer 90% des actions merdiques, c'est-à-dire qu'on va supprimer 90% des actions qui sont pas intéressantes sur le marché, qui peuvent te faire perdre de l'argent, et nous on va sélectionner uniquement le top 10%. C'est ce qu'on fait au sein de l'écosystème Sequoia et au sein de mon programme d'accompagnement, où justement on vient apprendre aux gens à construire un portefeuille performant sur le long terme et générer des revenus passifs en sélectionnant vraiment les bonnes actions. Donc si tu es intéressé à investir en bourse, à apprendre à investir en bourse, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu ne peux pas le louper. Chapitre 3, investisseur, avec ce 7e point, réinvestir ses gains pour faire fonctionner les intérêts composés. Ici, on va venir réinvestir son argent pour faire fonctionner, pour faire grossir la boule de neige. C'est-à-dire que les intérêts que tu
vas gagner avec les dividendes vont être réinjectés dans les actions qui vont te permettre donc de générer des intérêts sur des intérêts que tu as précédemment gagnés. Donc tu imagines bien, les intérêts composés viennent s'accumuler. Et comme disait très bien Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Donc tu peux à la fois utiliser les intérêts composés avec des ETF capitalisants, mais également avec des actions à dividendes si tu viens réinjecter les dividendes. Alors attention, quand tu perçois toi-même les dividendes, il va y avoir un frottement fiscal, ce qui peut freiner également un petit peu les intérêts composés. Mais mis dans une enveloppe fiscale comme le PEA, ça peut être très intéressant. 8e point, les résultats annuels ne veulent rien dire, c'est ce que j'ai appris. Il faut toujours analyser sur au moins 5 années. Ça, c'est Warren Buffett qui le disait. Quand tu as des résultats exceptionnels d'une entreprise sur une seule année, il faut faire très attention à ce qui s'est passé aussi avant, parce que ça peut être juste exceptionnel. Donc en fait, ça peut attirer beaucoup d'investisseurs parce que du coup, l'entreprise va jouer sur ses résultats exceptionnels sur une année pour dire regardez, mon entreprise est magnifique. Mais ensuite, la croissance peut se tarir, peut réduire parce qu'on a été aveuglé par rapport à ce qui a été fait avant. C'est ce qui s'est passé notamment avec SQM, Sociedad Química y Minera de Chile. C'est une entreprise dans le lithium. Il faut savoir que cette entreprise a fait des résultats exceptionnels sur une année parce que le prix du lithium avait explosé et forcément lorsque le prix du lithium est descendu, eh bien les résultats ont drastiquement chuté, donc ce qui a fait fuir la grande majorité des investisseurs. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aussi sur les fondamentaux et sur quoi l'entreprise se repose pour faire de l'argent. Donc est-ce que c'est à travers une matière première, est-ce que c'est à travers des résultats, des recherches, bref voilà, il faut vraiment que tu fasses aussi tes recherches bien complètes, de ne pas te concentrer sur une seule année. Et 9e point, choisir le bon dividende, ne pas se focaliser uniquement sur le rendement. Ça aussi, ça peut être un piège. Se focaliser uniquement sur les entreprises qui ont un haut rendement peut cacher quelque chose. On peut le voir notamment avec des payout ratios qui sont très élevés. L'entreprise va même venir s'endetter pour maintenir un haut rendement du dividende. Mais qu'est-ce que lui reste-t-il ensuite pour investir dans sa croissance interne? C'est pour ça que moi, je préfère commencer avec un plus petit rendement de dividende plutôt qu'un haut. Et en plus de ça, le plus petit dividende peut rattraper celui qui commence avec un rendement plus haut. Et ça, je te le montre justement avec une étude qui a été faite par Starlight Capital et Bloomberg Finance sur une période de 16 ans où tu vois la courbe en noir, c'est Verizon Communication, tu vois, qui a commencé avec un rendement de 3% et Visa qui a commencé avec un rendement, tu vois, aux alentours de 0,2%, tu vois, de rendement. C'était vraiment très très faible. Et en fin de compte, tu remarques que sur la durée, tu vois que depuis 2008 et jusqu'en 2023, la croissance du montant versé du dividende donc de Visa a permis de rattraper donc le rendement au début de Verizon qui versait un plus haut rendement du dividende. Ce qu'il faut ainsi faire, c'est pas regarder le rendement à l'instant T du dividende, mais de voir la croissance interne de l'entreprise et est-ce que l'entreprise est capable de donner de plus en plus de dividendes chaque année. Et donc là, tu le remarques, tu vois que donc Visa a rattrapé du coup Verizon avec un rendement. Maintenant, tu vois, si tu avais acheté en 2008 Visa, vu que le montant augmente chaque année et si ton PRU ne bouge pas, donc ton prix de revient unitaire ne bouge pas, eh bien tu pouvais atteindre, tu vois, 12% maintenant par an avec Visa si tu avais vraiment acheté au début sans rien acheter. Mais tu vois que à force que le montant du dividende augmente, eh bien Verizon s'est fait dépasser avec la croissance interne de Visa. C'est pour ça qu'il faut combiner les deux. Il faut combiner à la fois, eh bien si tu cherches dividende, oui, une bonne croissance de dividende, mais également une bonne croissance à l'interne pour que l'entreprise puisse générer et te verser de plus en plus de dividendes et à la fois te faire générer aussi des gains de plus-value sur le long terme. Et ça, c'est ce qu'on fait bien sûr avec l'écosystème Sequoia et c'est ce que j'apprends à mes élèves. Chapitre 4, investisseurs, avec ce 10e point, compresser le temps augmente votre risque et décompresser le temps diminue le risque. Ici, on est sur une échelle de volatilité, c'est-à-dire que plus tu compresses le temps, c'est-à-dire que plus tu vas investir sur du court terme, plus les risques augmentent. Plus tu décompresses le temps, plus le risque diminue. Et ça, c'est intéressant aussi de le faire par exemple sur des ETF où tu vas être diversifié sur plusieurs pays et où tu maintiens tes investissements sur plusieurs années. Il est montré que sur plus de 20 ans, investir sur le S&P 500 a permis aux investisseurs de gagner dans 99% des cas et seulement 0,1% de chance de perdre de l'argent sur le long terme avec le S&P 500. C'est là que ça devient intéressant. 11e point, la croissance du chiffre d'affaires est le principal moteur de rendement boursier à long terme. Et comme tu peux le voir sur ce graphique, avec la source est de BCG Analyse de Morgan Stanley qui a été repris par Zone Bourse. Ici, on peut le voir que dans 74% des cas, tu vois, de 1990 à 2009, on voit que c'est la croissance du chiffre d'affaires et le principal moteur de rendement boursier à long terme sur le S&P 500 en prenant la base, tu vois, du top quartile des actions, le composant entre 1990 et 2009. On voit très clairement que c'est le chiffre d'affaires sur 10 ans qui vient augmenter justement, eh bien, ce rendement
à long terme. Et on voit que sur le très court terme, sur un an, ça va être plus le PER, en effet, voilà, sur les multiples de valorisation. Numéro 12, depuis 1958, les marchés baissiers sont suivis d'un marché haussier. Ici, pour ceux qui réagissent beaucoup trop à leur émotion lorsque le marché baisse, il faut savoir que dans la majorité des cas, sur le très long terme, depuis 1958, eh bien, ça reprend tout de suite à la hausse. Tu vois qu'on a, si on prend en 1988, de 3 mois, on a eu moins 34%. C'est suivi pendant 149 mois, une hausse de 582%. De même, tu vois qu'en 2003, on a eu la bulle Internet, 31 mois, on a eu moins 49% sur le S&P 500. Et ensuite, sur les 60 mois prochains, de 2003 à 2007, je dirais, on a eu 101% de hausse. Et de même, tu vois que le crack boursier, tu vois, avec la crise des subprimes, 17 mois, on a eu moins 57%, pour ensuite avoir une hausse sur 132 mois de 401%. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir sur une échelle à long terme. Oui, les phases baissières peuvent faire très mal, mais souvent s'en suivent de fortes hausses sur le long terme en post-chute. Chapitre 5. 13e point, payer une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire. Ici, c'est pour ceux qui ne veulent pas forcément acheter des entreprises qui sont un peu chères. Moi, je préfère payer des entreprises qui sont extraordinaires à un prix légèrement surévalué plutôt qu'une entreprise moyenne voire médiocre à un prix donc sous-évalué, c'est-à-dire avec un PE ratio inférieur. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Combien est-ce que tu es prêt à mettre sur ton action? Donc ça ne veut pas dire que l'entreprise, si elle est chère, par exemple entre 30 et 40 de PER, que c'est une entreprise qu'il ne faut pas acheter. Si elle est valorisée à ce prix-là, c'est parce que les investisseurs se sont mis d'accord sur la qualité de l'entreprise, sur la croissance attendue. Alors attention, le PER, pour moi je le répète régulièrement, est un indicateur d'attente. C'est-à-dire que plus le PER est haut, plus les investisseurs attendent de la croissance sur l'entreprise. Et attention, si le PER est très haut, croyez-moi, si les attentes ne sont pas atteintes sur la croissance, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, eh bien ça peut corriger très très fortement. Donc fais attention à ça, ça peut, avec un PER haut, ça peut descendre très bas. 14e point, ceux qui oublient facilement le passé sont condamnés à le répéter. Faites attention aussi au passé de l'entreprise. Est-ce qu'elle a correctement géré sa trésorerie? Est-ce qu'elle est endettée? Quel est le passé de l'entreprise? Ça aussi, il faut faire attention et ne pas souvent répéter les mêmes erreurs. Et ouais, et souvent, si tu répètes dans les mêmes erreurs, eh bien, tu peux te casser les doigts encore très très longtemps. Donc, fais attention à ça. 15e point, bien plus d'argent ont été perdus en essayant d'anticiper une correction que la correction elle-même. Et ça, c'est une très très belle phrase aussi de Peter Lynch. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que rester constamment investi sur le marché, eh bien, fait gagner beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus d'argent aux investisseurs qui ont essayé de timer ce qu'on dit le marché, c'est-à-dire de rentrer au meilleur moment. Preuve, j'ai mis ici un petit graphique également, la valeur de 10 000 € investis sur le S&P 500 de 2003 à 2022. Ici, tu as la première colonne, la première colonne le plus haut, c'est tous les jours investis. C'est-à-dire que si tu as vraiment été constamment investi sans rien attendre, tu vois, ta valeur de tes 10 000 € aurait monté à 64 844 €. Cependant, si tu as loupé les 10 meilleurs jours au cours de cette période-là, eh bien ton investissement aurait été quasiment divisé par 3. C'est énorme. Donc fais très attention et tu vois, si tu avais loupé les 20 meilleurs jours, tu aurais descendu à 17 000 €, les 30 meilleurs jours, 11 000 € et les 40 meilleurs jours, tu as 8 000 €. Bon bref, t'as compris. Les 60 meilleurs jours, donc 4 205 $. Donc je t'ai dit euros, mais c'est dollars, tu m'as compris. Bref, voilà. Donc pour preuve, il faut vraiment rester constamment investi et ne pas chercher à timer le marché lorsqu'on est sur le S&P 500, sur un ETF par exemple. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est de commencer maintenant et de rester investi coûte que coûte. Donc, si tu veux démarrer maintenant avec Sequoia et vraiment être accompagné de A à Z pour t'apprendre à construire un portefeuille performant sur le long terme, générer des revenus passifs pour protéger ton avenir financier, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi. C'est le premier lien dans la description. Sinon, investisseur, j'aimerais qu'on discute aussi dans les commentaires. N'hésite pas à me dire, toi, la leçon que tu as retenue là déjà dès à présent, laquelle t'a inspiré le plus et quelle est la leçon que tu appliques tous les jours dans ta vie d'investisseur. N'hésite pas à me faire part en commentaire. Chapitre numéro 6, investisseur trop diversifié et contre-productif. Et ça, Peter Lynch, qu'on a vu, un célèbre investisseur aussi, l'a dit, c'est la diversification. C'est-à-dire de trop se diversifier n'est pas forcément signe de performance pour l'investisseur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Souvent, trop diversifier n'est pas ça. Cependant, oui, se diversifier, c'est être un peu plus protégé au risque. De même que, tu vois, si tu investis sur le MSCI World ou sur le S&P 500. Mais on l'a bien vu, si tu compares la performance entre le S&P 500 et le MSCI World, ça n'a strictement rien à voir. De même que si tu mets des filtres de qualité, notamment avec les ETF qu'on appelle Smart Beta, si tu prends le MSCI World qui a plus de 1400 entreprises et l'ETF MSCI World Quality, tu peux voir drastiquement une différence de performance parce qu'on a filtré justement ces ETF là en termes de quantité d'entreprises. Forcément, sur le MSCI World, tu as 1400 entreprises et sur le MSCI World Quality, tu as environ 500 entreprises. Moins d'entreprises, forcément va dire plus de performance. Donc c'est pour ça que avoir trop d'actions en bourse pour se dire je suis diversifié, c'est pas forcément la meilleure idée que je te recommande. Donc pense à bien aussi réfléchir par
par rapport à ça. 17e point, payer des taxes pour des performances plus élevées et plus rentables sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ici? J'en vois beaucoup qui me disent Sony, pourquoi est-ce que tu investis sur le compte titre ordinaire? Tu reçois des dividendes, tu te fais taxer, donc tu payes 30% de flat tax, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est de comparer le marché européen et le marché américain. Quand on compare mon PEA, la performance du PEA et la performance de mon CTO, ça n'a strictement rien à voir. Donc honnêtement, je vais te poser la question, est-ce que tu préfères payer de la taxe sur 100% de plus-value ou est-ce que tu préfères être exonéré de taxes mais avoir 10% de plus-value? Je te laisse me répondre en commentaire, mais moi je préfère forcément avoir plus de performance mais payer plus de taxes en allant chercher des entreprises de qualité en Amérique. Donc c'est pour ça que je le fais. Ça me dérange pas de payer de la taxe sur des entreprises de plus haute qualité et qui me rapportent forcément plus de gains. 18e point, j'essaie d'acheter les actions d'entreprises si merveilleuses qu'un idiot pourrait les gérer parce que tôt ou tard, cela arrivera. C'est Monsieur Buffett qui nous a souligné cette petite citation. En gros, lui, il préfère vraiment des entreprises qui sont extrêmement simples à gérer parce que tôt ou tard, eh bien, il y aura peut-être un CEO, un autre président qui viendra gérer l'entreprise. Et si ce n'est pas simple, si le business n'est pas simple à comprendre, on peut tôt ou tard se planter. De même que moi, je rajouterais aussi quelque chose, c'est d'éviter d'investir dans des entreprises où il y a une forte image par rapport au CEO, notamment avec Tesla, avec Elon Musk. Moi, j'évite d'investir ce genre d'entreprise-là parce que s'il arrive un problème au CEO ou quoi que ce soit, eh bien, la boîte peut tout simplement s'écrouler. Et on a juste, en fait, toute la boîte repose sur un seul pilier, le dirigeant. Donc, s'il se passe un truc avec le dirigeant, eh bien, la boîte peut chuter et peut faire peur à de nombreux investisseurs. Donc, moi, je préfère m'éloigner de ce genre d'entreprise-là. Chapitre numéro 7, investisseurs. Et le dernier, 19e point, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Ça, ici, c'est ce que j'ai appris également. Lorsque j'investis maintenant, j'évite de dépendre uniquement de la bourse. J'évite de dépendre uniquement des ETF. Ici, je vais diversifier mes sources de revenus. De même que toi qui m'écoutes, si tu dépends uniquement de ton salaire, c'est bien de diversifier tes sources de revenus. Que ça soit avec un travail en auto-entrepreneur, d'ouvrir une petite entreprise à côté, d'investir en bourse pour recevoir des dividendes, d'investir en crypto-monnaie avec le stacking par exemple, d'investir sur de l'immobilier digitalisé comme les SCPI ou comme le crowdfunding. Bref, tu as plein de solutions qui te permettent de diversifier tes gains en bourse. Tes gains en bourse ou alors tes gains tout court. Ça te permet vraiment de ne pas reposer sur un seul pilier parce que s'il y a un pilier qui s'écroule, eh bien il n'y a aucune autre rentrée d'argent. Bon, bien sûr, tu vas me dire oui Sony, il y a le chômage, il y a tout ça. Oui, certes, il y a ça, mais c'est bien aussi de préparer son avenir financier parce que le chômage, oui, c'est bien, mais pour après, est-ce que tu as prévu d'autres sources de revenus le jour de ta retraite? Ça, c'est très important parce que le jour de ta retraite actuellement, même mon père actuellement en bénéficie, il a environ 1200 € par mois de retraite actuellement. Donc, est-ce que 1200 € par mois, est-ce que c'est bien pour profiter de la vie et de ses vieux jours? Je pense que non. C'est pour ça que moi, j'ai pris en main maintenant mon avenir financier. Le 20e point, l'avant-dernier, le ROCE, c'est un indicateur de performance managériale. Le return, ça s'appelle le Return on Capital Employed, c'est-à-dire le retour sur les capitaux employés, et le premier test de performance managériale d'une entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'indicateur numéro 1 que je regarde toujours. Est-ce que l'argent utilisé par l'entreprise est-elle rentable? La rentabilité des capitaux propres employés. Et donc ça, on peut le voir. Ici, on est sur la rentabilité des capitaux investis, d'accord? Et donc, on peut voir sur plusieurs années, une entreprise qui a seulement 10% de ROIC, donc de retour sur les capitaux employés, sur les capitaux investis. La première année, tu vois, eh bien, c'est la ligne verte, tu vois, qu'on n'a pas grand-chose, tu vois, en évolution avec 100 € investis, tu vois. Et si, par contre, sur les 100 € investis, on a une autre rentabilité des capitaux employés, on voit qu'en fait, l'entreprise va, qu'on appelle compound, c'est-à-dire va générer des intérêts composés avec son argent. C'est-à-dire parce qu'elle est rentable, parce qu'elle utilise correctement son argent qu'elle a généré de l'année précédente, elle va le réutiliser pour l'année suivante, qui va donc générer de plus en plus de gains, de plus en plus de chiffre d'affaires, de plus en plus de gains. Et donc tu peux le voir très clairement, avec un ROIC supérieur à 30%, on voit que c'est très bien réinvesti de la part de l'entreprise et donc ça peut monter très très haut. Et j'ai oublié de vous préciser la 21e leçon. Si vous voulez une meilleure performance que la foule, il faut faire les choses différemment de la foule. C'est John Templeton qui disait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous recherchez la même performance que la foule, donc entre guillemets, moi je parente ça à la bourse, eh bien vous allez investir sur le S&P 500, des ETF. Quasiment tout le monde fait ça, donc vous n'allez pas avoir de meilleures performances. Cela dit, si vous voulez aller chercher de meilleures performances, donc il faut faire les choses différemment de la foule. Et c'est ce que je fais avec l'écosystème Sequoia et ma méthode. Ça s'organise en 3 piliers. Attention, je n'élimine pas les ETF, c'est-à-dire que dans un premier pilier, je vais toujours poser ce que j'appelle un terrain passif, c'est-à-dire que là, on va faire comme tout le monde avec les ETF, mais ensuite, à partir du pilier numéro 2, c'est là qu'on va faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'ici, on va choisir des actions à dividendes de qualité pour aller chercher
plus de diversification. Comme vous pouvez le voir, là on rajoute un étage supplémentaire, les actions. Et comme je l'ai dit précédemment, ce sont des actions à dividendes de qualité, donc à dividendes, qui vont nous permettre donc de réinvestir les intérêts qu'on a générés avec ces dividendes pour donc créer des intérêts composés et en plus gagner de la performance. Parce que moi, ce que je recherche, c'est des actions à la fois qui nous versent des dividendes, mais également qui gagnent en plus-value, qui nous permet donc de gagner 2 fois. Et quand on combine donc les 3 ensemble, ce qui nous permet vraiment de faire une diversification, donc comme tout le monde, cependant, on vient rajouter de la performance, on vient s'éloigner donc de la méthode de Monsieur Tout-le-Monde en essayant de chercher des actions qui sont beaucoup plus qualitatives. Investisseur, j'espère que cet épisode en tout cas t'aura plu sur ces 21 leçons. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à laisser ton petit pouce vert en bas de cette vidéo et moi je te retrouve très vite. N'oublie pas, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel, un rendez-vous téléphonique qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. On va pouvoir t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia et son programme d'accompagnement pour bâtir ton avenir financier. Donc si tu es intéressé, tu n'hésites pas. Attention, les places sont très courtes, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc tu n'hésites pas, surtout si tu veux en profiter et commencer à te lancer maintenant dans l'investissement pour 2025. En tout cas, moi je te referai une autre vidéo pour te détailler vraiment les performances de 2024, de toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé, combien est-ce que j'ai gagné. Donc ça pourra t'en dire davantage également pour ma mission aussi que j'appelle la mission 2034. Donc si tu es intéressé, tu n'hésites pas. Et également, si tu veux me connaître un peu plus et me suivre quotidiennement sur les réseaux, tu as mon compte Instagram, c'est également dans la description. Donc tu n'hésites pas à venir cliquer un petit et à venir t'abonner sur mon compte Instagram. On est d'ailleurs plus de 39 000 sur mon compte Instagram, donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. En tout cas, moi je vous souhaite, si vous m'écoutez maintenant ou plus tard, je sais pas, passez un bon réveillon, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches. C'était Sonny, jeune investisseur, à très bientôt.